Chers téléspectateurs de Cellule de crise de Africa Télévision, bonsoir. Merci de nous être fidèles comme d'habitude par rapport à cette émission. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission, nous recevons un invité de taille, un invité qui n'est plus à présenter, d'autant plus que ses positions par rapport au sujet d'actualité touchant particulièrement le continent africain attire l'attention de beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, nous allons aborder des questions liées au Cameroun, où il est candidat à la mairie de Douala 2e. Nous sommes au niveau des municipalités. Mais au-delà, c'est une personne qui a des visions nationales pour le Cameroun. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous recevons le président Mbanda Kani, qui est le président national du NMP, mais surtout, comme je l'ai déjà dit plus haut, est candidat à la mairie de Douala 2e. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, mon cher Dalvaris Goudjou. Un bonsoir spécial à tous les téléspectateurs de Africa Télévision. Pour moi, c'est un honneur, c'est un plaisir, n'est-ce pas, de faire une première sur cette chaîne futuriste et qui incarne les aspirations de tous les Africains du monde entier, de tous ceux qui veulent, qui rêvent d'un monde nouveau. Donc, je suis très content d'avoir été invité sur votre prestigieuse tribune télévisuelle. C'est nous qui sommes extrêmement honorés, Président Mbanda Kani, que vous ayez accepté notre invitation pour accepter de faire le déplacement pour nos studios. Président Mbanda Kani, beaucoup de personnes vous observent, tant au Cameroun qu'hors du Cameroun. Et des gens se posent un lot de questions sur vous. C'est pourquoi, avant, quand je me suis mis à préparer cette émission, quand des gens ont eu l'information que vous allez être sur notre plateau, des gens m'ont demandé de vous poser une question. Qui est le président Mbanda Kani? Le président Mbanda Kani, j'ai 50 ans. Précisément, j'aurai 50 ans le 27 avril 2020. Je suis marié, fidèle à mon épouse. J'ai 3 enfants biologiques, mais près de 100 enfants non biologiques qui m'appellent papa, parce que je les ai pratiquement élevés et je continue à les encadrer. Je suis né à Noubel, Ndjormabi, cimetière. Enfant de Noubel. Je suis né à Noubel. Je n'ai jamais habité ailleurs qu'à Noubel. J'ai grandi. Mon cordon ombilical est enterré à Noubel, Ndjormabi. J'ai grandi là-bas. Je n'ai jamais habité ailleurs qu'à Noubel, Ndjormabi. Je suis un vrai enfant de Noubel. Pourquoi? Parce que je suis d'une famille extrêmement pauvre. Comme tous les enfants de Noubel pour la plupart, ma famille n'a pas de nom. N'est pas une famille héritière de richesses ancestrales que les aïeux auraient laissées. La famille est très pauvre, comme la plupart des habitants de la 2e, sont venus s'installer là-bas, venant de différents coins du Cameroun. J'ai grandi dans une famille où on mangeait une fois par jour. Il y avait un seul repas, mon cher Davaris. Donc, il fallait très tôt que les enfants mettent la main à la pâte pour que la famille grandisse, pour que la famille puisse se nourrir. Il fallait très tôt aider les parents à prendre en charge la maisonnée. Et c'est comme ça que nous avons appris à se battre, à construire notre chemin nous-mêmes, à être des self-made man, comme on dit dans le langage anglo-saxon. Donc je suis ce fils-là qui s'est fait lui-même, qui a été obligé d'affronter la vie, de la vie. C'est ça l'esprit de Nobel. Quand on dit qu'on est un enfant de Nobel, c'est cela qui particularise les enfants de Nobel. Au départ, ils sont pauvres, ils n'ont pas d'héritage, ils n'ont pas de nom, mais ils doivent se construire eux-mêmes, affronter la vie, telle qu'elle se présente à eux. Donc, c'est cet enfant qui est devant vous, qui aujourd'hui a 50 ans, est majeur, qui a bravé tous les parcours de la vie. J'ai été pousseur, je faisais le pouce pour payer ma pension scolaire, j'étais à Libéman. Je poussais, comme beaucoup d'enfants de Nouvelle. Ma mère vendait au marché la tomate pour nous nourrir. Elle avait une étale de tomates comme ça au marché pour nous nourrir. Donc je faisais le pouce chaque vacances, M. Davaris, pour aider les parents à payer ma pension. Mais plus grave, je faisais de pouce-pouce pour soutenir les parents. Ce n'était pas seulement
de payer ma pension, mais soutenir mes parents. Par rapport aux cadets. Par rapport aux cadets, par rapport à toute la famille. J'ai été acteur de cinéma, j'ai joué un film, Clando, qui a eu un succès international. Avec Jean-Marie Théron, je suis non seulement acteur, mais j'ai contribué à écrire le scénario. À l'époque, avec le feu Punjabi du Messager. C'est lui qui me fait rencontrer Jean-Marie Théron. Et oui, le film. Un peu de Camerounais, un peu d'Africains, ça, vous étiez acteur. Oui, j'étais acteur, il faut le dire. Je vous remercie de me donner l'opportunité de le dire. J'ai fait du cinéma avec Jean-Marie Théron. Je suis acteur dans ce film. Parce que le film campe les événements des années 90 au Cameroun politique. Donc, il a dit à Jean-Marie Théron que non, j'ai un des principaux acteurs qui est là. Cette affaire qui est là. Donc, je le rencontre. Et puis, je suis acteur. J'ai été vendeur au marché central dans la boutique. J'ai géré une boutique au marché central pendant près de 2 ans. Avec monsieur, il s'appelle monsieur Kenko Brice, il est vivant, il est là. J'ai géré sa boutique pendant 2 ans. J'ai travaillé dans une usine de bois. J'étais marqueur, je marquais les billes de bois. Travail extrêmement difficile, en plein soleil, pénible. J'étais marqueur de billes, je marquais les billes. J'y ai fait pratiquement 1 an et demi, mon cher Dalvaris. Mais c'est pas tout. Quand je suis parti de là, après j'ai embrassé le monde de l'animation socio-culturelle. C'est-à-dire gérer les projets sociaux. Mais avant d'y arriver, j'ai fait le théâtre. Ça va vous surprendre. Je peux vous monter des danses. Oui. Je peux vous monter une troupe de danse culturelle, c'est-à-dire des gens qui dansent les musiques traditionnelles. J'ai été danseur traditionnel, j'ai dansé. J'ai dansé dans des clips de danse traditionnelle. Donc, j'ai fait le théâtre à la Maison des Jeunes et de la Culture. De Nubel. Oui, qui est aujourd'hui le PMC à quoi? Mais vous avez devant vous le fondateur de la Maison des Jeunes et des Cultures, l'un des fondateurs, avec Olivier Janotto, qui était français. Il m'a rencontré, on s'est mis à travailler. Et c'est nous qui avons monté ce projet. Et ouvert cette maison. Et diversifier même ces maisons avec les maisons de jeunes qui devaient être ouvertes à Nubel, à Teido, à Bonamoussadi. Mais il n'y a que Nubel qui a ouvert finalement, pour des raisons que je n'ai pas évoquées ici, pour ne pas nuire à certaines autres personnalités que les gens respectent beaucoup. Donc. Mais pourquoi vous devez dire la vérité, monsieur le président? Mais vous savez, je ne veux pas... Vous êtes un homme du peuple, surtout quand on vous... Le parrain de cette maison de jeunes-là s'appelle le cardinal Christian Toumi. Je travaille avec lui. Le cardinal Toumi, oui, qui a participé grandement au dialogue national. Pour rester galant, je ne veux pas aborder certaines questions. Donc, vous voyez, et quand je pars de là, je vais en Italie, perfectionner justement mes compétences dans le management des projets sociaux. Montage de projets sociaux, montage de projets d'animation socio-culturelle. Je suis allé en Italie, j'ai fait 6 mois de formation là-bas. Et je suis revenu. Mais la politique a toujours été ma passion, vous le savez. Oui, la politique a toujours été ma vie. Ma vie a toujours été la politique. Dès 19 ans, dès l'âge de 19 ans, je rejoins le club Cheikh Anta Diop, qui est animé au quartier dans ma vie, par le grand frère de Dino Léandre, très fort, pour qui j'ai une pensée particulière, parce que sa santé est très préoccupante ces temps-ci, avec Télésphore, avec Dieu comme Djamini. Je rejoins ce club. C'est de là, dans ce club, qui va être l'embryon de la grande association qui a fait bouger le Cameroun dans les années 90, Cap Liberté. Cap Liberté. Oui, vous avez devant vous l'un des fondateurs de Cap Liberté. Vous avez devant vous l'un des fondateurs de Cap Liberté avec Dieu comme Djamini. Ça commence par le comité de libération de Célestin Monga, Punjabi qui avait été arrêté à l'époque, dans le cadre du procès Monga Djawé. Donc nous lançons le comité de libération de Monga Djawé, de ces 2 prisonniers politiques. Il y avait ces 2 prévenus, il était à l'époque de prévenus. Il y avait Dieu comme Djamini, Anissa Kane et Kouariet. Voilà comment je rencontre ces personnalités de notre pays. Donc, après on lance Cap Liberté. Cap Liberté va être en première ligne dans les mobilisations populaires pour la démocratie à l'époque. C'est nous qui maîtrisons la rue. D'autant qu'à cette période, c'était pas facile. Hein, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Parti unique, pas du tout. Dans les années 90. Oui, avec l'Anissa Kane, Dieu comme Djamini et Kouariet et d'autres, Dino Léandre, tous ces gens il y en a qui sont partis à l'étranger, il y en a aujourd'hui qui ont quitté la politique. Hein. Je pense à un des acteurs, Tafunga Martin, qui fait dans on appelle ça dans les loisirs. Les loisirs, il a abandonné la politique. Donc on était à l'avant-garde de cette dynamique-là. Donc on a mobilisé la rue. C'est en 1996 justement que je retourne à mes amours. Je crée l'association des jeunes solidaires de Nubel. À Nubel justement,
qui va être en moins d'un an 2 fois deuxième meilleure association du Voré. À l'époque, nous allons recevoir notre prix des mains de M. Koungoué Dima Ferdinand. Oui, il a été minable. Il a été minable. Il va remettre le prix. Je vais recevoir ce prix. J'étais secrétaire général, il y avait un président, mais c'est moi qui étais l'homme à tout faire de l'association. Cette association s'est distinguée à Douala deuxième par l'assainissement, par le montage de projets originaux dans les quartiers et la mobilisation, l'encadrement de la jeunesse. Nous avons été 2 fois meilleurs parmi les deux premières associations de la ville de Douala. Mais malheureusement, à l'époque, je devais aller en Italie et par l'action de certains aînés qui n'étaient pas au fait des enjeux. Cette association, n'est-ce pas, après mon départ en Italie, n'a pas pu survivre. Donc, voilà l'homme qui est devant vous. En dehors de la politique, voilà mon parcours. Mais après, quand je reviens de l'Italie, en 1999, je suis au cœur de la lutte contre le commandement opérationnel. Nous lançons l'association Génération Citoyenne, qui est en première ligne contre le commandement opérationnel. Avant Nissé Akane, j'ai ensuite le secrétaire général, Feu Abandla Pama Pierre en est le président. Nous sommes en première ligne contre le commandement opérationnel. Donc, à la tête du commandement opérationnel, ça va le général Paye. Oui, et ce n'est pas n'importe qui l'affrontait. Effectivement. Ce n'est pas n'importe qui l'affrontait. Et cette action va être le prélude à l'émergence du C9. Le fameux C9, vous avez devant vous celui qui a créé le nom C9. J'étais assis sur la table avant Nissé Kane. C'est moi qui prononce le nom C9, Comité pour le 9 disparu de Bépanda. C'est moi. Et je suis avec Anissé Kane, qui nous encadre à l'époque, le président de Mandidem, et moi je suis secrétaire administratif. J'avais rejoint le Mandidem en décembre 1999. Donc nous lançons le C9. Le C9 a organisé des manifestations extraordinaires. C'est le C9 qui démantelait le commandement opérationnel. Les gens ne le savent pas, les gens l'oublient. C'est nous qui démantelons ce commandement opérationnel à l'époque, n'est-ce pas, qui avait un peu abusé en matière de violation. Qui avait abusé. Beaucoup de personnes qui ont disparu. Tout à fait. Notamment les 9 de Bispanda. N'est-ce pas? Et cette affaire va avoir une envergure, un retentissement international donc, qui va déboucher sur la mise en place du fameux code pénal. Donc quand certaines personnes veulent reprendre dans leur compte l'amendement du code pénal, nous on rit. C'est cette affaire du C9 qui pose sur la table la question du code pénal. Parce que l'ONU va s'impliquer dans l'affaire et le gouvernement camerounais pour en sortir va être obligé de lancer sur la table le code pénal. Pénal, tout à fait. On fait beaucoup de choses. Toutes des manifestations contre, à l'époque, Sonel, qui avait installé le noir dans le pays. Mais on était à l'avant-garde de ce combat. C'est nous qui avons créé le comité anti-délestage. Avant Nissé Kane, et je peux vous faire une confidence, c'est dans ce comité de délestage qu'un certain ministre, Momo Jean de Dieu, fera ses premiers pas. Oh, on est comité de les actions de oui. Donc c'est ce qui permet au ministre de Dieu Oui, il en est on fait de lui le porte-parole de ce comité. C'est lui qui est au Moulin. Le PADEC existait déjà à l'époque? Non, pas encore. Non, le premier pas du ministre Momo, je peux le dire, c'est pas un crime. Je comprends. Ça enlève le respect que j'ai pour lui, je rappelle seulement des faits. Donc, comité de délestage, on va être en première ligne pour encadrer les Bensikineurs, pour faire comprendre aux gens que dans le contexte camerounais de l'époque, il est dangereux de jouer avec les Bensikineurs. Parce que c'est devenu une soupape de sécurité sociale, c'est un amortisseur social qui donne du travail à des centaines de milliers de jeunes. On ne peut pas continuer à les stigmatiser. Il faut les encadrer et leur donner de la personnalité, les donner une personnalité morale dans le pays. C'est nous qui avons été au combat dans ce combat-là. Et le président avait compris à l'époque, quand un de ses discours, il les a rendus hommage. Et c'est comme ça qu'on a commencé à reconnaître les Bensikineurs comme faisant partie, n'est-ce pas, de notre corps social. Oui. Voilà. Et vous savez, après ça, on va encadrer les étudiants. Vous comprenez? La DEC. Quand la DEC fait sa grève, cette grève qui va bousculer l'université, mais qui les encadre, c'est encore votre serviteur Banakani et Anissé Kane. Nous hébergeons les gars de la DEC pendant 2 semaines au Mandidem, au ciel de Mandidem. Ils sont pourchassés à Yaoundé, menacés de mort, pourchassés. Vous savez par qui est au cœur de ce pourchassement? Un certain Cabral Libi. Cabral Libi qui a été candidat aux élections présidentielles, qui est aujourd'hui candidat. Oui, il faut le rappeler. Tout à fait. C'était lui qui était au cœur pour pourchasser. Pendant qu'on pourchassait les étudiants à Yaoundé, c'était Cabral Libi. Alors qu'il était au cœur de la stratégie de l'université pour traquer les étudiants, nous, on les protégeait. On leur donnait de l'asile à Douala, au sein du Mandidem.
Ils existent là. Mais Au Calaïbodé, ils sont là. Tous ces gens-là, ils savent ce que vous parlez. Les Messimba là, tous ces gens-là, ils sont témoins, ils sont vivants. Oui, Davalis Goudou. Il faut que les gens rappellent ces choses-là. Ces gens. Président Malakani. Oui. Je me rappelle, il y a de cela environ 20 ans. J'étais toujours très petit. Je viens à la maison à Newbel, où je connaissais particulièrement votre maman, qui était une maman pour moi. Tout à fait. Merci de le rappeler. Et quand j'entre à la maison pour bavarder un peu avec elle, je vous vois en train de lire un très gros livre. C'était Capital de Karl Marx. Pour être franc, à l'époque, c'était ma première fois de voir physiquement ce livre. Et cela me pousse à vous poser une question, Président Malakani. Comment et pourquoi entrez-vous en politique? À cause de mon père, d'abord. Mon père était président de la section, je crois, sous-section RDPC qui siégeait au camp Yabassi. Il était le secrétaire général, voilà. De RDPC, oui, RDPC. Donc tous les jours, il venait à la maison avec Cameroun Tribune. Mon père ne manquait jamais un Cameroun Tribune. Et c'était un journal de l'époque, déjà le Messager à l'époque, n'est-ce pas, qui était la première, et surtout, et aussi la Gazette d'Abodel Karimou, tu dois connaître. Donc il venait à la maison. J'étais passionné de lecture. C'est comme ça que mon père me familiarise. Je commence à lire Cameroun Tribune. Je n'ai pas 16 ans. Hein. Je n'ai pas 16 ans déjà à l'époque. Ah oui. Je n'ai pas 16 ans. Je commence à lire Cameroun Tribune. Je commence à passer de lecture. Mon père aussi, avec des petits livres à la maison. Voilà comment je commence à lire. Je commence à lire et je prends goût. Je ne sais pas comment expliquer, c'est imagé. Je suis un passionné de la lecture, vous le savez, vous qui venez à la maison. Donc il y a ça, je peux dire que mon père m'a poussé à faire la politique. Parce que comme lui, et tout était à la maison, ses amis du RDPC venaient à la maison, c'est là où on traitait les dossiers, il était secrétaire gérant, on traitait tout. Donc je me suis familiarisé avec cette ambiance très jeune, très très jeune. Mais la raison fondamentale d'Avaris, c'est les conditions de vie de la famille. J'ai été confronté très tôt, de manière violente, à l'extrême pauvreté. Et je me suis mis à me poser la question sur pourquoi cette situation de pauvreté. Voilà. Alors peut-être il faut peut-être le souligner que Douala deuxième est l'une des communes les plus riches du Cameroun. Mais pourtant c'est le lieu où vous allez trouver le plus. Un grand terreau de personnes qui vivent dans des conditions très difficiles. C'est une contradiction qui a été peut-être tout à l'heure, on y reviendra. Donc c'est l'extrême pauvreté qui était la caractéristique de la famille qui va me conduire à me poser des questions, à chercher les raisons pourquoi est-ce qu'il y a les pauvres. Et vous avez peut-être vu, ça m'a conduit à Karl Marx. Parce que lui, Karl Marx, c'est le théoricien des inégalités sociales. C'est lui qui explique d'où vient la richesse. C'est lui qui fonde la théorie des classes au niveau le plus opérationnel sur le plan scientifique. Et je suis tombé amoureux de Karl Marx. J'ai commencé à lire Le Capital. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir une philosophie politique, non seulement de ma condition de vie, mais aussi de la pauvreté dans le monde. C'est comme ça que je rencontre le capital et sa violence. Vous allez comprendre pourquoi je suis naturellement un homme de gauche. Exact. Naturellement un homme de gauche. Manifeste du parti. Oui, tout ça, j'embrasse tout ça, je lis. Bon, aujourd'hui on a mûri, on sait faire la part des choses, mais je n'ai pas oublié, n'est-ce pas, ce que je dois à Karl Marx. Ok, Président Malakani, beaucoup de gens vous admirent, mais aussi il y a des gens qui se posent des questions. Puisqu'il y a de cela quelques années, sur beaucoup de plateaux de télévision, notamment nos confrères d'Afrique Média, à qui nous faisons un clin d'œil, on avait comme impression que vous étiez contre, voilà, vous dénonciez le régime de Yaoundé. Mais depuis déjà un peu plus d'un an, notamment depuis les dernières élections présidentielles, on a comme impression qu'il y a eu un revirement dans votre position. Qu'est-ce qui explique ce revirement, Président Malakani? Merci de me donner l'opportunité, mon cher Dalvaris, de revenir une fois de plus sur ce quiproquo qui n'a même pas de raison d'être. Comme tout homme politique, tout révolutionnaire, parce que moi je suis l'un des rares hommes politiques qui assume le fait qu'il est un révolutionnaire. Mais ce n'est pas révolutionnaire au sens... violent du terme. Oui, au sens convenu. C'est-à-dire quelqu'un qui rêve, qui croit et qui travaille pour que le monde change. C'est ça, le révolutionnaire. Donc, je commence la politique en 89, je vous ai dit. En 90, on est les maîtres de la rue. On est au cœur de l'opposition. C'est nous qui, il faut le dire sans honte, M. Froundi est candidat de l'Union pour le changement, au siège de Malidem. Nous sommes de ceux qui avons porté Froundi. C'est nous qui sommes les maîtres de la rue. C'est connu dans tout le Cameroun, hein. L'administration c'est connu. Il y a les archives, on peut le voir. Donc je suis à fond dans l'anti-biaisme primaire. À l'époque, comme beaucoup de gens, je pense que le problème du Cameroun, c'est l'homme bia.
C'est-à-dire, je le combat. Je me dis que mais, tout le problème du Cameroun vient de lui, c'est lui. Donc je suis au cœur, je suis l'un des opposants les plus radicaux au président Biya. Il faut, moi je n'ai pas honte de mon passé, au contraire. C'était à refaire, je le referai. Peut-être que je l'ai fait sincèrement, c'est ce que je croyais être vrai à l'époque. Mais qu'est-ce que je vais observer au bout de 10 ans, de 90 à 2000, mon cher Zavali? Qu'est-ce que je vais observer? Un, tout ce qui disait qu'il était contre le président Biya le jour, la nuit, changeait de veste. Je l'ai observé, je l'ai vécu directement. Directement? Je peux citer des noms. Citez-nous 2 exemples. Non, je ne vais pas laisser. Mais pour citer les noms, les exemples sans citer les noms. Vous faites des manifestations et vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui après font des rapports. Des gens qui sont au cœur de ce que vous fêtes. Au cœur de la stratégie que vous parlez tout à l'heure pour oui, ils font les rapports parce qu'ils rêvent de postes. Ils rêvent de postes. Vous êtes dans la rue, vous êtes engagé. Mais des gens sont morts devant moi. Des gens que vous connaissez. Mais c'est-à-dire que mes frères et sœurs de Nobel, j'ai une pensée pour cette fille qui a reçu une balle, était dans sa chambre, était pas dans la rue. Ça coupait son pied. Quand je pense à Mbouma, tous ces gars-là, j'ai la chair de poule. Donc, tous ces gars de Kuwait City, je pense à eux. À Nobel, ces gens avec qui la nuit on ne dormait pas, on faisait le QG, qu'on appelait le QG Maki à 2h, 3h. Mais vous vous rendez compte qu'après, des barons là, des grands, ils sont en train de négocier des postes, ils font des rapports. Je vous dis, je l'ai vécu, c'est en direct. Vous comprenez? Mais il y a plus grave. Vous vous rendez compte que vous menez un combat, vous avez des hommes d'affaires qui sont des patrons de votre combat. Vous demandez que ils sont pas politiques. Non, ils sont patrons. C'est eux qui donnent les directives en dernière instance. Mais c'est quelle affaire ça? Le plus grave, ces gens, quand ils le font, ils sont membres du parti au pouvoir. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont en même temps opposants, en même temps membres du parti au pouvoir. En même temps hommes d'affaires. Et ils veulent contrôler à tout prix la lutte. Mais pour quelle fin? Pour les besoins de leurs affaires. Vous observez qu'à un moment donné, des lobbies émergent. Des lobbies financiers, mais aussi ethniques, qui sont là, qui veulent cadenasser ce que vous êtes en train de faire, qui veulent contrôler le combat. Mais à la fin, vous vous rendez compte que c'était bien de contrôler le combat. Mais pour quelle finalité? Non. À un moment donné, les gens veulent négocier avec le pouvoir. Les gens veulent négocier de nouvelles positions dans la société. Les gens ne croient même pas qu'il va tomber. Alors, c'est devenu encore plus grave. Quand, après 6 mois de ville morte, les gens ont découvert que le régime avait tenu bon, n'était pas tombé, mais Alvarez, le revirement était terrible. Mais les gens allaient nous livrer que non, c'est les Bandakali qui sont les durs. C'est la lycée Kane, ce sont les durs. Si vous voulez neutraliser, la rue deviendra calme. Mais on était ensemble hier. Et il y a eu des recompositions terribles. Et ils ont eu des postes pour cette. Mais bien sûr, il y en a qui ont eu non seulement des postes, mais on a arrêté les versements fiscaux dont ils étaient sur le coup. Vous comprenez? Et ces gens sont retournés en force dans le parti au pouvoir, renégocier des positions sociopolitiques très élevées. Ils y sont encore aujourd'hui? Bien sûr, ils y sont aujourd'hui, certains sont décédés, mais leurs familles et leurs enfants y sont. Vous comprenez? Mais il y a même plus grave, c'est que les villes mortes ont été arrêtées chez qui? Chez un grand homme d'affaires très connu du Cameroun, je ne vais pas en parler. Il a donné l'ordre qu'il faut arrêter les villes mortes. Vous vous rendez compte? L'ordre. Notre leader de l'époque, M. Foundi, mais notre leader, mais à qui, à un moment donné, mais il prenait les ordres chez qui? Mais des hommes d'affaires l'appelaient comme leur garçon de chambre. Un valet. Mais il s'est battu contre ça. Hein, et moi, oui. Mais aujourd'hui encore, certains estiment que le président Foundi a des réunions avec le pouvoir et qu'il recevrait les choses. Déjà à l'époque, avant le pouvoir, mais il avait des réunions avec ce lobby dont je vous parle. Et qui lui dictait ce qu'il fallait faire. Et quand on va voir ce qu'on lui dictait, mais c'était ahurissant. Ça n'avait rien de noble. Par exemple, les affaires, mais faites telle chose. Donne-nous la liste de tels. Oui, on n'en parle même pas. Ce sont ces gens qui décidaient même qui allaient être candidats. Moi, j'ai vu à l'époque, il a failli avoir meurtre dans mon quartier entre M. Hamani Biele et un certain M. Biele qui est décédé. Je vous donne des faits. Ils étaient tirés. Ils s'étaient tirés. Chacun avait son âme. Son âme. Ils s'étaient tirés. Mais qu'est-ce qui était au cœur? Qui manœuvrait derrière? Un grand homme d'affaires, dont je n'ai pas cité le nom. Parce que il fallait même ceux qui décidaient même qui allait être candidat. Même de l'opposition. Je vous parle comment? Décider que mettre tel. Et souvent, c'est qui? Ce sont leurs enfants, ce sont leurs pions, leurs filleuls.
Vous comprenez? Et les vrais gens qui étaient dans la rue, qui ont milité, mais on les mettait de côté. On disait, votre rôle, c'est de porter, vous êtes le porteur d'eau, et le porteur de sac. Votre place, c'est pas ici. Souvenez-vous des listes qu'il y a eu en 96, la SOSIE, par exemple. Allez voir la bagarre des listes qu'il y a eu, les qui manœuvraient. Le président Fondji il a résisté contre ça à un moment donné, et ce lobby a commencé à le lui faire payer très cher. Vous comprenez? Payer très cher. Ce sont des réalités. Donc je me rends compte que, mais dis donc, la fait, si nous on prend des risques à la mourir là, on dit qu'on est là, on répond bien, on dit que c'est le problème, mais je découvre la complexité du paysage politique camerounais d'Avaris. Et c'est la vérité. Je comprends que l'anti-biaïsme primaire, c'est pour les enfants. Je comprends ça. C'est plus complexe. Au Cameroun, quand on parle du régime Biya, il y a l'homme, le président Biya, mais vous avez les hommes d'affaires. Vous avez les lobbies religieux d'Alvarez. Ah oui, les lobbies religieux, faites très attention. Ils ne font pas le bruit, mais ils sont puissants. Et ils dérangent. Et ils agissent. Ils agissent. Mais, prenez un cas. Vous connaissez le pouvoir, le lobby du Vatican. Un chef d'État ne peut pas, comme au Cameroun, ne peut pas faire comme si ce lobby-là n'existe pas. Ils font des pressions terribles. Ils ont des intérêts colossaux, Cameroun. Intérêts fonciers, intérêts religieux, intérêts économiques, que tu ne peux pas imaginer. C'est en centaines de milliards que ça se chiffre, mon cher Davaris. Le président doit gérer tout ça. Le lobby religieux, là, je parle seulement d'un lobby. Je ne suis pas le catholique, ce n'est pas un crime d'en parler. Mais d'autres lobbies religieux existent. Le lobby géoethnique, Davaris. C'est complexe. Géoethnique. Les lobbies de la société civile, les lobbies médiatiques. C'est-à-dire, vous avez des groupes, des hommes d'affaires, qui ont leur parlement dans le parlement. Est-ce que vous comprenez? Oui, ils ont leur parlement dans le parlement. Et ils ont des réseaux médiatiques. Oui, donc vous avez affaire à des lobbies intégrés qui veulent contrôler le pouvoir politique. Alors quand vous êtes un opposant, un homme politique, quand vous ne marchez pas avec eux, ils vous écrasent. On donne les consignes, vous ne passez pas dans certains médias. On attaque votre réputation. J'ai vécu ça. Il faut le dire, à un moment donné, Lycée Canet a été victime de ça. Le refus de s'aligner. Je sais de quoi je parle. Mais c'est dit que, mais attention, mais on est où là? Ah, j'ai découvert cette complexité. Je ne parle pas du jeu des puissances historiquement colonial au Cameroun. Pas de les jeux. Tous ces lobbies-là font tout pour être en bon terme avec la France. Tous. Même le lobby religieux. Je parle à Mondovision. Qui est si puissant avec Je parle à Mondovision, mon cher Dalvaris. Et personne ne peut me démentir. Personne ne peut me démentir. Ils savent de quoi je parle. Parce que j'étais au cœur. J'étais au cœur. Je comprends que non, c'est très complexe. Et que le problème, ce n'est pas le président Biya. Je vais aller même plus loin. Vous avez des ministres qui pilotent des médias par derrière, qui donnent les éditoriaux. Vous avez des ministres, des lobbies au pouvoir, qui parrainent certains, ce que vous appelez opposants. Mais on est où là? Vous avez des ministres au pouvoir qui sont membres de conseils d'administration de groupes médiatiques. Les ministres? Mais, et ces groupes-là sont contre Paul Biya le jour. Mais ils ont des parrains ministres. Comme quel média, par exemple? Non, je ne vais pas citer. Suivez mon regard. Peut-être réputé ne pas faire non, la langue de bois. J'en ai beaucoup déjà. Le combat n'est pas fini. Je réserve des cartes. Oui, président. Je connais des cartes. Mais je sais ce que vous dites là. Ceux qui savent de quoi je parle. Je parle de ces médias que vous voyez là, c'est ce que je vous dis. Mais c'est quoi? Et je me dis que c'est quoi cette affaire où les gens tirent sur le président et protègent les ministres du président qui volent et pillent? Et je me rends compte que non, ces ministres-là ont des prête-noms, hommes d'affaires, à qui ils donnent beaucoup d'argent. Ils ont des prête-noms. Et ils veulent prendre le pouvoir. Ils veulent protéger leurs intérêts. Je dis, monsieur, mais le président, mais c'est même lui qui a des problèmes. C'est pas ce qui se passe. Je commence à réfléchir. Et après mon parcours dans Bandidem, quand je deviens président, je suis au sommet de la compréhension, de la connaissance réelle du système politique camerounais. Je prends des décisions. Quand vous êtes au Bandidem? Oui. Je deviens président. Oui. Je suis au sommet, j'ai assez en termes de formation. Je connais tout le monde, j'ai dit, je ne peux pas, moi, Banakani, continuer à mentir aux Camerounais, à les enfermer dans un faux clivage, opposition, pouvoir, qui n'est qu'une fiction pour tromper les idiots, permettez-moi l'expression. Je connais la réalité, je dis, je vais continuer à faire ça. Je prends ma responsabilité en 2010, je crois, en 2010, 2009, 2010, je change de trajectoire politique. Je dis désormais... Est-ce que, président Banakani, est-ce que c'est la variable explicative du fait que, à l'époque, vous quittez le Bandidem, puisqu'il se dit qu'entre vous et Anissé Ekane, à l'époque, le torchon brûlait et que vous avez décidé de quitter? Oui, il faut dire. C'est parce que vous avez accès à un certain nombre d'informations. Bien sûr, c'est un fait. Mais j'ai beaucoup de respect pour Anissé Ekane. J'ai dit qu'au Bandidem, j'ai fait 10 ans. J'ai appris beaucoup de bonnes choses.
et de mauvaises choses, j'ai privilégié les bonnes choses. Donc j'ai décidé de ne jamais entrer dans la cuisine de ce que vous avez appris en public. Je ne le ferai jamais. Donc, mais ça, c'est clair. Il y avait des divergences liées à ce qui était lié sur un ensemble d'informations que je détenais. Mais en réalité, beaucoup de personnes estimaient que vous étiez président du Manidem, mais Anissé Kane voulait vous laisser là comme président, mais vous pilotez derrière comme un marionnettiste. Vous savez, je vous ai dit, ça ne viendra pas de moi. Mais la suite, après mon départ, et ce qui s'est passé au Manidem, renseigne tout le monde. Au départ, j'ai dit je ne parlerai pas de ça. Jamais je vais attaquer le Manidem. J'ai appris une bonne... C'est au Manidem que j'ai fait mes classes politiques. Je ne vais pas attaquer ce parti. C'est un principe. Mais chacun a les yeux pour voir. La suite, bon, si on a dit c'est Balakani le problème. Je suis parti. Après moi, il y a combien de présidents? Ça s'est terminé comment? Donc j'étais pas le problème. Donc, et aujourd'hui, quels sont vos rapports avec... Très bon. Je vous dis, Anissé Kane, le président Anissé, aura mon respect toute ma vie. C'est un grand homme qui est entré dans l'histoire de ce pays parce qu'il a posé comme acte. C'est un IPCiste qui est resté fidèle aux idéaux IPCistes originels. Il a tenu ma main en politique. Ne comptez pas sur Balakani pour lui manquer de respect. Jamais je le ferai. Donc pour dire quoi? Parce qu'aussi en politique, il y a l'éthique en politique. Exact. Je crois à l'éthique. Vous connaissez mon rapport à l'éthique d'Avaris. Donc là-dessus, je ne transige pas. Donc pour vous dire donc que, voilà, je suis au sommet d'un ensemble d'informations et j'ai une trajectoire politique extrêmement riche. J'ai l'expérience de la scène politique camerounaise. J'ai dit non, moi, Balakani, il est malsain, malhonnête de continuer à tromper les Camerounais. Donc en 2010, quand je parle du Manidem, je dis Antoine, je vais trouver ma liberté. Maintenant, je vais mettre le Cameroun au centre de mon action politique, au-dessus des intérêts mafieux de différents lobbies qui veulent contrôler ce pays. Ils me trouveront sur leur chemin. Vous allez voir pourquoi certains lobbies médiatiques me combattent férocement. Vous savez qu'il y a les médias au Cameroun où je suis interdit de séjour. Interdit. Comme lequel? Vous refusez de parler? Vous connaissez? Non, je ne connais pas. Je suis interdit de passage à Equinox. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Allez demander à M. Tchunke pourquoi. Allez demander pourquoi, si vous le direz. Donc il vous interdit de passer chez Pourtant, je suis l'un de ceux qui ont fait monter Equinox. Je peux le dire, je sais de quoi je parle. Je suis interdit de passage à Equinox. À cause de cette trajectoire. À cause de ce que je sais. Mais pourtant, les membres du RDPC passent sur Equinox. Mais vous avez tout compris. Allez demander pourquoi Bandakani est interdit de passage à Equinox. Allez demander. Allez demander. Je vais dire, si vous... Malgré que les journalistes de ce média ont rappelé pour dire qu'on avait rappelé que non, ce monsieur a quand même été avec nous. Quand c'est dur, il a été avec nous. Il nous a souvent aidés. Mais pourquoi Bandakani est interdit de se passer à Equinox? Depuis longtemps, ça dure longtemps. Ça, c'est ce qu'on m'a dit à l'époque. On dit que non, je parle de Jésus. C'est amusant. Mais on parle de Jésus tous les jours à Equinox. Oui, c'est la raison que mon ami Théophile m'avait donnée à l'époque. Mon ami Théophile est là. On a dit que non, il parle de Jésus. Ce qui était faux. Donc, pour vous dire que c'est un exemple, mais ce n'est pas le seul cas. Hein. Ces lobbies sont organisés. Oui, il y a des médias où je passe, mais je n'ai pas accès à certaines émissions. C'est fait exprès, les conseils sont donnés. Parce que j'ai pas accès à certaines émissions. Ah oui, d'autres ont accès à ces émissions, on fait les promotions, mais moi, mais pourtant, quand les médias sont coincés, on fait appel au président Bandakani pour débloquer la situation. Je peux vous le dire parce que c'est un homme libre. C'est connu. Donc, vous voyez donc cette bataille-là, de mettre le Cameroun au-dessus de tout, de ne pas s'aligner, de ne pas m'aligner derrière les lobbies géo-ethniques et ethno-financiers, de ne pas faire allégeance à des lobbies ésotérico-financiers qui ont pour seul projet mettre le Cameroun en dessous de leurs intérêts. Voilà le problème. Donc, quand vous avez compris ça, vous quittez l'antibiaïsme primaire. Vous arrêtez ça, parce que ça n'a même pas de sens. Donc c'est ce qui explique que c'est ce qui explique cette démarcation. Ce n'est pas un revirement. Oui. C'est une démarcation. Oui. Mes idéaux IPC, je n'ai pas changé. C'est quoi les idéaux IPC? Parce que les gens parlent de politique sans savoir ce que c'est. C'est quoi les idéaux IPCistes? Qui sont mes idéaux politiques? Le nationalisme, le patriotisme, le panafricanisme, l'internationalisme. Balakani a changé à ce niveau. Qui peut le dire? Au contraire, qui porte la flamme? Certains estiment que si vous soutenez le régime de Yaoundé, qui est censé se battre pour le bien-être des Camerounais et qui aurait des relations un peu trop privilégiées avec un État ou une nation dite colonialiste comme la France, cela veut dire que vous soutenez indirectement les colons. Vous savez que c'est faux. Quand je vous expliquais tout ça,
dès 2010, le monde a changé. Avec ce qui s'est passé aux États-Unis, le 30 de 2001, le monde a changé. La géopolitique mondiale a changé. Il n'y a que des entêtés, des bornés qui refusent de voir ça. Donc, dès 2001, avec le projet Grand Moyen-Orient que M. Bush lance et qui va se répercuter dans ce qu'on appelle les printemps arabes, tout le monde sait ce qui s'est passé, on ne peut plus lire la politique comme on le disait avant. Donc, seulement, il y a eu la chute du mur de Berlin, entre-temps, qui a complètement désenchanté le monde sur le plan idéologique. Donc, les lectures binaires du monde n'ont plus de sens à l'époque. Mais ce basculement géopolitique du monde a été amplifié par les attentats de 2001 aux États-Unis et par le programme géopolitique de M. Bush dans le Moyen-Orient. Donc, faire comme si ça n'existe pas. Non, ça veut dire que c'est ceux qui font comme si ça n'existe pas qui sont justement des pro-impérialistes. Pourquoi? Parce que dès ce moment-là, est mis sur la table la recolonisation du continent africain. Les généraux américains ont témoigné, des livres sont écrits par les anciens directeurs de la CIA, mais que les gens allaient lire. Les projets américains, mais à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas, quand votre pays est menacé de recolonisation, continuer à déclarer pour adversaire à détruire celui qui est président. Ça n'a pas de sens. Il faut faire front commun pour défendre la patrie, tout en gardant ses convictions. Voilà la démarche du président Balakani. Parce que je suis le seul homme politique à l'époque qui déjà prend en compte cela, intègre cela dans sa démarche et annonce Boko Haram qui arrive. D'abord, il y a les archives. J'ai fait des conférences pour dire, voilà ce qu'on prépare pour le Cameroun avant que Moulin Fougné ne soit enlevé, afin qu'on organise son enlèvement. Parce que c'est là que c'est agi. Donc, j'ai les conférences qui ont fait pour annoncer ça. Quand Boko Haram arrive, j'ai annoncé ça depuis longtemps. Ils vont en première ligne, on se connaît, moi et toi, Afrique Média, à ce moment-là. Donc, pour lancer le mouvement panafricaniste, vous êtes là à ce moment-là, qui lutte contre la colonisation du Cameroun. Mais à qui va-t-on faire croire, M. Dalbaris, que dans la hiérarchie des contradictions maintenant, la lutte contre les régimes, les présidents, prime sur la lutte contre la colonisation du continent africain? Il faut encore faire un débat là-dessus. Vous voyez que c'est de la mauvaise foi. Deuxièmement, Dalbaris, je l'ai insisté, je l'ai dit, je viens de vous faire une espèce de sociologie politique du régime camerounais. Celui qui vous fait croire que le régime camerounais, c'est Paul Biya, c'est un menteur. Le président Biya est à un certain niveau de fonction de la hiérarchie. Il détient le pouvoir politico-administratif, oui, mais en dehors de ça, au Cameroun, en termes de direction, vous avez la France. Vous avez l'ONU qui intervient. Oui, vous avez la France. Vous avez le système international, Banque mondiale, FMI, qui interviennent et qui sont puissants. Vous n'avez qu'à voir comment à tout moment, il faut rendre compte au FMI. Ça ne dépend pas du président. C'est un héritage qui dépasse la personne. Vous avez tous ces lobbies que je vous ai parlé. Les lobbies religieux, les lobbies d'affaires. Quand vous avez un pays dont l'économie est confisquée par l'étranger, ça encore, ce n'est pas le président bien qui a créé ça, c'est un héritage. Il faut encore revenir sur les accords, c'est que les coopérations. Il faut encore parler du franc CFA d'Avaris. Toutes ces choses que nous avons démontrées, qui a changé les mentalités en Afrique, on ne va pas revenir dessus. Quand donc en 2010, et là je reviens pour vous dire comment les gens sont de mauvaise foi. Je ne soutiens pas Paul Biya en 2018, vous le savez d'Avaris. Oui. J'ai appelé à voter pour le président Biya en 2011. Je m'en souviens. 2011. Le journal gouvernemental Cameroun TV n'a été mais 2011. Et sans rien obtenir, sans rien demander, il faut le rappeler. En 2011, quand l'élection passe, ceux qui tiraient sur le président, on va débloquer une somme de 5 milliards. Je dis toujours 5 milliards qui va être géré par le feu Belengue Boutou, cabinet civil, en partenariat avec certains hauts leaders de l'opposition, dont certains sont encore vivants, ils sont là, ils existent. 5 milliards. Le président Balakani qui est devant vous a refusé de passer à côté de cela. Tous les hommes politiques sont allés puiser dedans, y compris les médias qui disent de l'opposition. M. Turoma, le ministre de la Communication, a fait un tour dans les médias, avec une mallette à main. Partout où il passait, il disait bonjour. Le lendemain, les lignes éditoriales bougeaient. Vous comprenez? Non, écoutez comment ces gens qui parlent là, qui bavardent. Donc, ces gens qui parlent là, Turoma, 2011, moi qui avais appelé à voter pour le président de manière patriotique, qui avait été reçu à l'époque par le ministre René Sadi, à l'époque qui opérait comme secrétaire général du NDPC, qui a décliné tous les offres. Je suis dans mon coin, c'était pas patriotisme. Parce que je voyais à l'époque déjà ce qui arrivait. Vous savez qu'à l'époque déjà, la France, M. Bolloré Sarkozy, portait M. Marafa comme futur président du Cameroun. Tout le monde le sait à l'époque. Et l'ivoirisation du Cameroun était engagée. C'est-à-dire, après la Côte d'Ivoire, Sarkozy l'avait dit, ce serait le Cameroun. J'ai dit, monsieur, à l'époque, en 2011, à la veille de l'élection 2011, les gens fuyaient le Cameroun. Tout le monde disait que la guerre arrive. Des ministres qui avaient déjà mis leurs valises à l'ambassade de France, au consulat de France à Douala, je sais de quoi je parle. Les Camerounais fuyaient leur pays. Ils savaient que la guerre est là.
on a pris nos responsabilités. Un, on a dit, il n'y aura pas de guerre. Deux, nous avons dit, on apporte le soutien au président Biya pour éviter la guerre dans notre pays. Voilà l'action que j'ai menée en 2011, mon cher Davaris. Les gens font comme si ce n'est pas vrai. On ferme les yeux dessus. Parce qu'on veut dénigrer le président Balakani. On veut lancer des campagnes de calomnie contre le président Balakani. Parce que j'ai refusé en 2018 de rallier Kanto. Voilà la vérité. De rallier le MRC. Oui, voilà toutes les offres qui m'ont été faites par cette coalition. J'ai refusé. Voilà d'où part la décision de détruire le président Balakani. Ils me l'ont dit clairement. Je leur ai dit qu'on va s'affronter. Non, le MRC, cette coalition c'est dit, oui. Si vous ne nous ralliez pas, nous vous Mais clair, mais c'était la logique à l'époque. J'ai été approché par les états-majors. Le président Kanto m'a écrit. Les archives existent dans la liste. Les archives existent. Moi, je n'aime pas aller très vite dans mes propos. Je n'aime pas aller vite dans mes propos. C'est parce que j'ai décliné leur offre. Connaissant ce qu'il y avait derrière. Et les faits donnent raison à qui aujourd'hui? Les faits donnent raison à qui? Il faut avoir le courage dans la vie politique de savoir reconnaître ceux qui voient avant les autres. Ce n'est pas un crime de voir avant les autres. Ce n'est pas un crime d'être un patriote. Ce n'est pas un crime d'aimer son pays. Au Cameroun, on veut effrayer les patriotes. On veut les faire peur. Parce que ceux qui ont des projets antipatriotiques veulent effrayer les patriotes pour réussir, comme M. Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Mais c'est de cela qu'il s'agit d'avoir. Quand on menace les chanteurs, parce qu'on choisit un candidat, on va où? Ce n'est pas la terreur. Quand on terrorise les gens dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on veut installer? Le règne de la terreur. Eh bien, Balakani a dit, je ne crains pas ça. Je vais affronter ça parce que moi, je suis un patriote. Ben, si pour ça, il faut payer le prix de la calomnie. Ben, on est au-dessus de ça. Voilà les faits aujourd'hui, non? C'est moi qui envoie les leaders aller se mettre à genoux devant Djibon Nagui, cogner la porte à genoux. Il y en a les leaders qui sont... Je ne les cite pas. C'est tout le monde voit, non? C'est moi, Balakani, qui dit ça. Littéralement à genoux. C'est moi qui les ai envoyés. Non, vous connaissez depuis qui je parle. Vous savez, j'ai décidé depuis un moment de temps que je ne ferais même plus l'honneur de prononcer certains noms. Et il y a des gens aujourd'hui qui se mettent à genoux devant Djibon Nagui, ils urinent dans leur bouche pour une photo. Oh mon Dieu, c'est ça la politique. En Afrique aujourd'hui, d'avarice. Vous voyez donc, je vous donne une précision. Vous savez, il y a un média au Cameroun qui se présente comme un média d'opposition, non? Je ne sais pas. L'Equinox. Je vois les éléments du pouvoir. Bon, qui est le président de la commission de la carte nationale de presse, c'est qui? Le président Tchunke, qui est le président du groupe. Qui nomme à la tête de cette... C'est moi qui vous pose la question, monsieur le président. Non, ok. Répondez alors. C'est le président, c'est le pouvoir qui nomme. Vous voyez comment on se moque des Camerounais? On prend les gens pour les idiots. La commission de la carte nationale de presse, c'est le pouvoir, c'est le ministre de la communication qui nomme. Il n'est pas nommé par Paul Biya. Vous êtes opposé à Paul Biya. Vous voulez sa fin? Non, attendez. Est-ce que Equinox, enfin, moi je ne veux pas que ce soit le procès d'Equinox, c'est un média qui en a... Non, moi j'en parle. Est-ce qu'Equinox se présente comme un média de l'opposition? Bien sûr. Dans la plupart des émissions, moi j'y vois les membres du RDPC, comme M. Motte, M. Zan... Oui, bien sûr, d'accord, mais non, ne dis pas. Equinox me définit comme une ligne éditoriale d'opposition. C'est une ligne éditoriale qui se définit comme ça. Vous n'avez qu'à voir sa ligne éditoriale. C'est une éditoriale d'opposition. C'est son droit, c'est tout à son honneur. Ce que je reproche, c'est que, vous dites que vous êtes démocrate, vous interdisez des gens sur vos plateaux parce qu'ils ne pensent pas comme vous. Deuxièmement, vous dites que collaborer de près ou de loin avec le régime, c'est un crime. Mais vous, le patron d'Equinox, vous êtes désigné président de la commission de délivrance de la carte de presse par le ministre... Attendez, Davaris, je finis. Je veux dire pourquoi il fait ça. Non, je n'ai pas un problème. Ça veut dire, je n'ai pas un problème. Donc, si le président Biya, c'est le diable, ce régime, c'est le diable, mais comment pouvoir accepter d'être nommé à un tel niveau de responsabilité par un ministre de la communication, ministre du président Biya? Ce que je veux seulement dire, c'est quoi? C'est qu'il faut arrêter ça. Et parce que tout le monde, quand tu te couches, quand tu baisses ta culotte pour regarder les fesses de quelqu'un, on voit ta part. Et souvent, ce n'est pas les fesses de l'autre qui est plus sale. C'est souvent la tienne. Je termine. Donc, pour dire quoi? Les diabolisateurs permanents, ouvrez les yeux. Ils sont les plus pourris. Ils sont les plus mouillés. C'est pour ça qu'ils diabolisent beaucoup. Ils parlent fort pour qu'on ne le voit pas. Nous, on est propre. Oui, justement, notre malheur, c'est notre propre. Oui. Aucun dossier, rien. Aucune trace de compromission, rien. Ce n'est pas vers les rumeurs et les calomnies qu'on dit que quelqu'un est compromis. On apporte des preuves. Mais eux, il y a les preuves de leur compromission. Il y en a même qui ont supplié pour être ministre pendant longtemps, pour après découvrir que le président Biya est le diable. Président Balakani,
vous êtes candidat à la mairie de Douala 2e. Ouais. La mairie de Douala 2e englobe le quartier New-Bel, qui est l'un des quartiers les plus anciens du Cameroun. Pourquoi cette candidature et pourquoi maintenant? D'Avaris Goudjou, merci pour la question, parce que depuis pratiquement 10 ans, 15 ans, j'ai laissé de côté les intérêts de mon parti pour défendre le Cameroun. En 2013, alors que tous les partis allaient aux élections, pour le scrutin, dans la mandature vient de finir, il y avait 500 soldats français pratiquement qui avaient occupé Ngandoré. Vous vous souvenez? De manière illégale. Tous les partis ont fermé la bouche. Même l'État avait peur de parler d'Avaris. Nous avons renoncé à l'élection pour prendre comme objectif d'action le départ de ces soldats français. Nous avons organisé une manifestation devant le consulat français. Après plusieurs autres manifestations qu'on avait organisées. Après d'autres campagnes médiatiques. Vous ne vous êtes pas fait tabasser? Non. Puisqu'il y a des sujets, il y a des éléments il y a des manifestations qui ont été organisées et par le consulat, notamment sur le franc CFA, bon. Et ça n'a jamais été toléré, par exemple. Il faut dire qu'ils avaient été surpris. Parce que la police est venue après. Mais on avait organisé, moi j'ai un peu l'expérience de ces choses-là. On s'est organisé de manière à ce que, si la police connaissait avant, ils auraient tué la manifestation dans l'œuf. On s'est organisé autrement. Ils nous ont seulement vu, les gens nous ont seulement vu à Bonanjo, devant le consulat. Dans le temps que la police arrive, Bonanjo était bloqué. J'ai déposé un courrier au consul, je lui ai dit c'est pour M. Hollande, dans lequel je mettais en garde la France pour ce type de comportement. Nous avons demandé le départ de ces soldats. Ça fait le bruit. Les médias à l'époque ont refusé de couvrir. Ils m'ont dit, président, on a mis ton courage, mais on ne peut pas affronter la France. Je vous le dis. Les partis politiques, personne ne voulait entendre parler. 400 soldats français étaient engagés de manière illégale après l'enlèvement de Moulin-Fournier. À l'issue de notre action, Moulin-Fournier est parti. Les soldats français sont partis. À l'époque, j'avais reçu les félicitations informelles. Je me rappelle, il y avait même le drapeau qui avait été tout à fait. Je me rappelle, j'ai reçu à l'époque les félicitations informelles. J'ai dit informelles de l'État par rapport à cette action. On m'a approché pour dire merci, président, ce que tu as fait. Pourquoi je vous rappelle ça? Pour vous dire que de ce moment-là jusqu'à présent, j'ai privilégié la défense de l'Afrique et du Cameroun. Tout le monde me voyait sur Afrique Média. J'avais un parti. Au plus fort de notre popularité, tu sais de quoi je parle. Nous avons sacrifié cela pour soutenir le président Biya en 2018 pour préserver la paix et l'unité du Cameroun. Donc, aujourd'hui, cette action qui a été faite, nous sommes arrivés à un niveau de maturation tel qu'aujourd'hui, c'est le Cameroun qui passe, ça passe ou ça casse. Ça veut dire que le Cameroun parachève sa décolonisation ou il va être recolonisé. Donc, nous sommes entrés dans cette élection pour consolider tout ce travail et mettre en œuvre des conditions pour que le Cameroun parachève sa décolonisation. Avec le président Biya ou après lui. C'est cela qui s'agit. C'est l'enjeu, vous le savez tous, c'est la succession. Nous devons peser. C'est donc tout ce qu'on a fait pendant 10 ans, c'est vrai quoi. Donc il faut capitaliser ce travail de manière que ce soit un atout pour que le Cameroun négocie ce virage à son avantage. Voilà pourquoi je suis candidat à la deuxième, à la première. L'enjeu, ce n'est pas seulement le local. L'enjeu est national. Il est international. Il est global d'Avaris Goudjou. Quand on parle de l'Union panafricanisme, on parle de quoi? C'est le changement du système international pour que les pays africains respirent un peu. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, je suis candidat pour incarner cela. Mais je suis candidat aussi dans les deux circonscriptions. Ce n'est pas par hasard. Nous avons pu maintenant, les gens ont dit que le parti est petit, mais les gens ont bien vu que à Fumbot, à Manoka, à Yabassi, nous avions des listes bien faites. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces listes? À Yabassi et à Manoka, il faut être honnête, les cautions sont arrivées à retard. Pas de notre fait, à cause des manœuvres de l'administration. Pas la vérité. Mais à Fumbot, les cautions étaient là. Un agent des impôts a confisqué notre liste. Nous avons fait constat d'issue. Et à cause de ces manœuvres, il y a une caution. C'est les 41 cautions d'Avaris qui n'a pas pu être payée. À cause des manœuvres de l'agent de l'impôt, un constat d'huissier a été fait. Nous sommes allés au contentieux. On nous a dit non, vous avez raison, les preuves sont nettes. Mais on ne reçoit pas les cautions après date. Voilà comment la liste de Fumbot est disqualifiée. Vous, de votre cas, monsieur le président Bandakani, oui. On dit qu'on ne reçoit pas les cautions après date. Or, il y a des rumeurs sur plusieurs candidats, moi, il y a qui ont même déposé le dossier après date. Bon,
tirer les conséquences. On nous traite d'être des alliés du RDPC, de soutenir par le pouvoir, mais tirer les conséquences. Nous n'avons reçu aucun soutien. Mais le contentieux est là, au Fossam. Les archives sont là. Allez vérifier. Et j'ai dit, bon, moi je ne vais pas aller dans les contentieux partout. Je connais comment le régime fonctionne, je connais. Ce ne sont pas les gens qui braillent le jeu qui sont les opposants. C'est bien que vous saviez ça, que vous le constatez. Mais on fera le point de cette municipale après. Des choses vont sortir. Mais comme j'aime mon pays et que je n'ai pas envie de détruire le pays, il y a des choses que je ne dis pas pour l'instant, pour préserver la paix. Je suis au courant de tout ça, M. Alvarez. Mais allez, frère Yaoundé, si le NMP a reçu le moins de soutien à quelque niveau que ce soit, allez enquêter. Ce sont des faits. Et je vous remercie de me donner l'occasion de m'expliquer par rapport à ça. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une affaire de droit deuxième ou de droit premier. Les gens, maintenant, quand les gens ont vu ça, ils ont fermé leur bouche. Nous étions présents partout. Là où les grands partis n'arrivent pas à faire des listes. Toutes nos listes ont été faites avant le temps, bien faites, sans tâche. Mais Président, il s'agit des élections qui sont couplées, municipales et législatives. Pourquoi n'êtes-vous pas aux législatives? Non, on devait avoir, nous étions présents aux législatives aussi. À la Bonabéry, à la deuxième. Mais là encore, l'autre candidat de la deuxième a eu des problèmes qui l'ont empêché d'être prêt. Il était à l'ECAM, il était là. Mais il est arrivé en retard à cause de certaines négligences de sa part. Et ça nous a valu. À Bonabéry, le candidat a désisté à la dernière minute. Ce sont des faits. Les dossiers sont là. Donc, alors, moi j'ai dit tant mieux. Nous allons nous concentrer sur notre objectif. Parce que même avec toutes ces listes-là, les deux circonscriptions prioritaires sur le plan politique, moi c'était Douala première et Douala deuxième. Pourquoi? Pourquoi justement? Parce que le Cameroun est né dans ces deux circonscriptions. À Douala première, avec le contentieux historique entre le peuple de Douala et l'Allemagne. Tout le monde le connaît. Ce fameux traité de Douala, de 1884, qui s'est terminé par la pendaison des héros de Douala, qui sont aujourd'hui des héros nationaux, parce que les Douala n'étaient pas seuls dans cette lutte, il faut le rappeler. Le Cameroun était déjà constitué déjà à ce moment-là. Il faut rappeler ça aux gens. Donc, ils ont été pendus et ils ont été expropriés du plateau Jos. Et c'est leur expropriation qui crée nouveau Bel. C'est-à-dire différent de l'ancien Bel, qui était Bel, parce que la communauté Douala auparavant était unie autour d'une chefferie qu'on appelle la chefferie Bel. La chefferie, c'est pour les Douala. Tout le monde connaît ça. Avant qu'il y ait la scission des gens d'Aqua, tout ça. C'était une seule chefferie et un peuple. Jusqu'aujourd'hui, la chefferie Bel a une primauté sur toutes les chefferies Douala. Voilà. Donc, pour dire que c'est comme ça qu'on va l'exproprier et une nouvelle va naître. Vous voyez donc l'enjeu. Nous nous tenons à ces deux portes d'entrée du Cameroun. Ce n'est pas le fait du hasard. À Douala deuxième, qu'est-ce qui se passe? L'acte 2 du Cameroun, à Douala deuxième, c'est quoi? C'est que quand les Douala s'installent à Douala 2, mais le port aidant, le port se développant, toutes les populations de l'Interland attirent vers la Douala. Même de l'Afrique, vers la Douala. Non comme Kaché Lagos, viennent de quoi? Les Africains viennent. Et ils vont où? À Nouvelle. Donc, Nouvelle est le lieu par excellence de fabrication de la citoyenneté camerounaise. Quand on parle d'identité Cameroun, cette capacité à dépasser nos identités primaires de sang là, quand on parle de vivre ensemble, quand on parle du Cameroun, c'est Nouvelle. C'est Nouvelle. Parce que là-bas, le vivre ensemble est une réalité. Le Cameroun ne découvre ça aujourd'hui, en faveur de la crise anglophone. Mais Douala deuxième a réglé l'affaire depuis. Allez voir comment on fait pour que Douala deuxième, les gens vivent en paix là-bas. Alors qu'ils sont d'origine différente, vous le savez. Vous qui êtes un enfant de Bel. Moi j'ai grandi. Vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Écoutez, moi et vous, nous ne sommes pas la même région ethnique, parlons comme ça. Oui. Mais voyez comment on s'entend. Vous venez chez nous manger. Exact. Ma mère était votre amie. Mais on n'a pas ce problème à Douala deuxième. La camerounité est faite à Douala deuxième. Donc, vous voyez la symbolique. Je veux assumer l'histoire de mon pays. Je veux assumer la camerounité qui a été élaborée depuis les années 1884 par tous les héros nationaux camerounais. C'est triste aujourd'hui quand on voit que les Camerounais s'entretuent à cause des bêtises qu'on appelle anglophones, francophones. C'est triste de voir les Camerounais s'étriper à partir des bases ethniques d'Avaris. À New-Bel, le Cameroun là, c'est une réalité. Et nous voulons porter ça dans cette campagne. Cette réhabilitation de la communauté, nous voulons la porter dans cette campagne. Pas seulement sur le plan du vivre ensemble, mais sur le plan de l'économie, sur le plan de la culture, sur le plan du social, sur le plan de l'environnement, sur le plan même de la mairie du XXIe siècle. Cette nouvelle conception de la gestion municipale que nous voulons apporter dans le cadre de cette élection. Monsieur le Président, dans les années passées, vous avez eu l'ambition de gouverner le Cameroun.
est-ce qu'on peut imaginer que la mairie de Nouvelle n'est qu'une étape de votre carnaval vers le pouvoir suprême à Yaoundé? Oui, ça c'est un défi secondaire. Vous comprenez? Si je dis qu'il n'y a pas ça, ce serait mentir aux gens. Je suis un homme politique. D'un certain niveau d'ailleurs. Donc, mais c'est secondaire. Quand je parle de la mairie du 21e siècle, il faut que les gens comprennent ce qu'il y a derrière. Mon frère Davaris, le 20e siècle est fini. Il nous a légué, nous qui sommes au 21e siècle, des problèmes extraordinaires en termes de l'avenir de l'homme, en termes de l'économie mondiale, en termes de système international. Et justement, ça nous permet de poser une question. Quel est votre programme pour Douala? J'arrive. Donc, le 20e siècle nous a légué tous ces problèmes-là, où l'homme aujourd'hui est menacé de disparition, terrassé par toutes ces puissances de l'argent, de la science, qui sont devenues folles. Vous savez de quoi je parle? Deuxièmement, vous avez la situation du continent africain, dont la colonisation a été programmée. Le secrétaire général de l'ONU nous l'a dit, qu'elle arrivait à Addis Abeba. C'est comme moi et toi, on était partout depuis 10 ans. Et les gens se moquaient de nous. Vous avez ces défis extraordinaires qui se posent à nous. Vous savez que la décolonisation a été le défi majeur que les générations passées ont eu à affronter au XXe siècle. On appelle ça le mouvement nationaliste, au moins l'indépendance. Sans indépendance, vous ne pouvez rien faire. La mairie du XXIe siècle arrive dans ce contexte-là, où au Cameroun aussi on décentralise. L'État accepte enfin qu'il a été incapable de développer par le haut. Il décentralise. Donc désormais, le mouvement passe par le bas, par la base, avec la base et pour la base. Notre démarche est simple. Il s'agit de récapituler au niveau de la localité, de la municipalité, ce monde nouveau qui doit émerger. Je suis candidat à la deuxième pour que celui-ci soit le laboratoire du monde nouveau, de l'homme nouveau, de l'économie nouvelle, de cette gestion de la municipalité qu'on n'a pas encore vue. Cette vieille mairie-là qui est passée, où le maire n'était qu'un agent de l'administration déguisé, où le maire n'était qu'un appendice, un fait-valoir de l'administration. Cette mairie-là, la décentralisation a démontré que c'était une impasse. La mairie d'aujourd'hui, c'est que le maire désormais, qui est une institution, a les moyens légaux. Légaux, pour faire son travail. Développer la commune. Changer les conditions de vie des populations, mon cher Davaris. Créer un art de vivre nouveau au niveau de la commune. S'il réussit, nous allons proposer à l'État central désormais des modèles alternatifs qui viennent de la base. Mon programme est très simple. Je propose aux habitants de Douala deuxième ce pacte-là du XXIe siècle qui tourne autour de quoi? Nous avons, dans le cadre de nos démarches, ce que nous avons appelé le programme de gouvernance municipale. C'est quoi ce programme de gouvernance municipale? C'est quoi? C'est une dynamique programmatique qui va recenser tous les problèmes de Douala deuxième et son potentiel. Vous savez, si vous allez à Douala deuxième aujourd'hui, la mairie n'a pas les informations sur Douala deuxième. Comment ça? Il n'y a pas de tableau de bord pour vous dire qu'on a réellement telle ou telle personne qui habite Douala deuxième. Que voici les entreprises qu'il y a chez nous. Voici les activités qui se déroulent sur Douala deuxième. Ça n'existe pas. Alors que c'est l'une des communes les plus... Ben, je vous le dis. Et devrait être les plus structurées puisque c'est l'une des plus anciennes. Dites-moi donc, sans indicateur réel, quel programme pour vous faire de sérieux? Impossible. Donc, il faut donc créer des tableaux de bord qui vont donner des indicateurs pertinents pour la décision municipale. C'est ça le programme de gouvernance municipale. Il va mobiliser tous les habitants de la deuxième, tous les habitants, pour qu'ils disent quelle mairie ils veulent d'ici 5, 10, 15, 20 ans. On planifie, on programme et on opérationnalise. Donc quand on finit avec le programme de gouvernance, qu'est-ce qu'on fait? Nous lançons les grands projets structurels communaux. Vous voyez? Les grands projets. C'est le plan culturel par exemple. Voilà le deuxième pas son histoire. Peut devenir une Silicon Valley culturelle où par le théâtre, la musique, la danse, bref, le génie culturel, on magnifie l'identité Cameroun. Puis c'est la vocation de la deuxième. Alors vous imaginez une Silicon Valley culturelle, les maisons de théâtre, imaginez ça, les festivals culturels, la détection des génies en matière de culture, le montage des plateaux culturels, les maisons des jeunes et des cultures à la deuxième pour porter ce projet. Pareil sur le plan de l'économie, vous avez à la deuxième un dynamisme extraordinaire au niveau de l'économie populaire. La mairie ne connaît même pas ça. Elle s'en fiche. Elle qui veut seulement collecter les taxes. Non. Ce génie doit être valorisé par ce qu'on appelle les carrefours des métiers. Les carrefours des métiers, où on regroupe les acteurs économiques
à travers leur savoir-faire. Et la mairie accompagne et encadre de manière à ce que des champions y émergent. Dans tous les domaines, des champions y émergent. Dans l'artisanat, dans la mécanique, dans la réparation des ventilateurs, du matériau de ménage, réparer ça, dans la menuiserie. Mais voilà la réalité économique qui est dans la deuxième. C'est une réalité qui est là. Et des filières municipales vont émerger. Mais ces filières vont émerger. Je vous donne depuis pas un programme concret et clair. Je comprends très bien. Mais Monsieur le Président, l'année dernière, par exemple, vous allez continuer s'il vous plaît. L'année dernière, par exemple, je crois que c'est après quelques semaines, l'on a constaté dans les rues de Douala deuxième une horde de jeunes, des dizaines de jeunes qui marchaient, cassaient tout sur leur passage, pillaient, agressaient les personnes. On a eu comme impression qu'il y avait presque absence d'autorité à Douala deuxième. Est-ce que vous avez prévu une solution face à ce fléau qui va grandissant? D'abord, il faut dire la vérité, ce n'est pas de la faute de la mairie de manière fondamentale. Il s'agit d'une certaine défaillance en matière de prévention de la délinquance que nous avons observé au niveau de l'architecture de sécurité au niveau de la ville. Dieu merci, on commence à se ressaisir à ce niveau. Nous avons crié et on commence à se ressaisir. Mais qu'est-ce que la mairie va faire? Pourquoi la mairie est impliquée? Parce qu'avec la deuxième, il n'y a pas une ambition pour l'homme d'Avaris Godjo. Il n'y a pas une ambition pour la famille. La mairie n'a pas compris qu'elle doit établir une relation avec les familles pour anticiper sur la délinquance juvénile. C'est là qu'il s'agit. Le maire n'arrive pas à comprendre qu'une politique de la famille doit se mettre en place pour justement anticiper là-dessus. Parce que, bon, comme la famille ne paie pas les impôts, ça n'intéresse pas la mairie. Or, elle est rattrapée par la délinquance, qui devient un problème. Nous avons pensé à deux niveaux. Un, la police de proximité. Ça dit tout le monde connaît. Les polices de vigilance à la base, dans les quartiers. Mais, articulant dans une nouvelle dynamique, en partenariat avec la police officielle. La police de proximité. Le maire doit être en première ligne dans ce combat. Je vous dirai comment ça va se faire. Pourquoi on dit qu'on vend du vent. Qu'est-ce qu'on appelle la justice de proximité? Ça veut dire que nous connaissons comment nos instances judiciaires sont fatiguées par le surchargement des dossiers. Ils sont fatigués. Donc, c'est déjà à la base. La justice de proximité consiste à faire des jurys citoyens d'un type nouveau au niveau de la commune, où des aînés sociaux, les autorités morales traditionnelles, créent un jury pour faire de la médiation d'Avaris. Ça ne coûte pas cher, ça ne coûte rien. Il suffit qu'on soit en partenariat avec la police, avec la justice officielle, avec la tutelle. Si ça marche, ça se met en place, ça ne coûte rien. On va désamorcer beaucoup de problèmes. On va détecter des délinquants et les livrer très tôt à la loi, à la férule de la loi. Mais on peut éviter ça avec de la prévention, le savoir-faire, la manière de parler, la manière d'articuler l'autorité parentale et l'autorité de la municipalité. On peut débloquer beaucoup de situations et anticiper sur la délinquance juvénile. Mais comment on va faire pour que les polices de proximité ne soient pas du vent? Si la mairie du 21e siècle, tel que nous le concevons, nous avons la chance d'accéder, n'est-ce pas, à la responsabilité municipale. Rapidement, ce programme de gouvernance municipale qui consiste à redonner la mairie aux citoyens, en les mobilisant autour de la mairie, les comités de quartier, l'association des citoyens, tout ce dynamisme, toute cette démocratie directe qui est à la base, valorisons au niveau des exécutifs municipales. Le maire est en mesure, quand il est à son bureau, de savoir ce qui se passe dans la dernière frontière périphérique de la municipalité. Avec ça, vous avez les moyens à la base de gérer une police de proximité. Mais on a un problème. Voilà. Parce qu'on a pu remarquer que certaines communes de la ville de Douala, par exemple, ont essayé de déployer des polices de proximité. Mais parfois, le comportement de certains agents de cette police de proximité n'est pas si différent du comportement de certains délinquants. C'est ce que le programme de gouvernance municipale veut régler, en impliquant tout le monde, autorité morale, autorité traditionnelle. Aucun enfant ne peut échapper à toute son autorité. S'il échappe, mais on sait ce qu'il y a à faire d'Avaris. On le neutralise. Pas compliqué. Pour le moment, ça a été mal articulé. Parce que ce n'est pas le souci de la mairie. Ça peut être le souci. La mairie n'a pas compris que l'institution familiale doit être un partenaire de la mairie. C'est ce que je suis en train de dire. L'institution traditionnelle dans le quartier doit être un partenaire de la mairie. Ce n'est pas un partenariat de bouche. Ça doit être un truc sérieux et construit. Donc tout ça, c'est parce qu'à ce niveau, on a été défaillant. Nous venons avec ce qu'on appelle le programme de gouvernance municipale pour articuler tous ces niveaux d'action dans une dynamique municipale nouvelle où le maire n'est qu'un facilitateur, où le maire n'est qu'un leader pour tirer tous ces gens. Ce n'est pas une affaire de parti, c'est une affaire de savoir-faire.
C'est de cela qu'il s'agit, M. Davani Goto. Nous sommes en train de nous diriger vers la fin de notre émission. À Douala deuxième, il y a un poumon économique important qui est le marché central de Douala, qui est le plus grand marché de Douala. Et par rapport aux recettes municipales, il y a toujours eu une espèce de torchon qui brûlerait entre la commune de Douala deuxième, notamment le maire, et le délégué du gouvernement. Est-ce que vous avez prévu une solution pour faire face la loi a réglé ça. Le pôle général, c'est réglé. Les compétences sont maintenant clairement réparties entre les diverses instances. Il faut que le maire sache que quand il agit, la région existe, la ville existe, la tutelle existe. C'est tout ce qu'il a à faire. Les compétences sont claires. Le maire désormais peut tout faire. Je dis que le maire désormais a toutes les compétences. C'est un micro-État, en fait. Il a toutes les compétences, sauf que ça ne doit pas appuyer toutes les compétences de la région et de la ville. C'est tout. Et la loi a prévu l'intercommunalité pour régler ça. Vous voyez, on a besoin simplement d'une nouvelle conception de la mairie. Cette loi-ci inaugure un nouveau cycle pour laquelle, M. Davaris, les momies et les zombies qui nous ont gouvernés hier dans nos mairies ne sont plus adaptés à cela. C'est pour ça que moi, de la deuxième, je suis en guerre contre cette façon de confisquer la mairie par une famille. Douala deuxième n'est pas la propriété de la famille Fampou. Le père Fampou a été un génie, un grand maître. Tout Douala deuxième respecte le père Fampou. Sa fille Denise a fait ce qu'elle pouvait faire dans un contexte particulier. J'ai de respect pour elle. Mais quand même, ce n'est pas la maison de la famille. Vous allez aujourd'hui à Douala deuxième. Tout à l'heure, je vous parlais de la faiblesse d'ambition en matière de promotion d'identité. Douala deuxième. Vous allez à Douala deuxième, c'est un village qui tous les emplois, c'est pour un village. C'est ça Douala deuxième, c'est ça Douala deuxième. Douala deuxième qui doit être l'image même du Cameroun, en train de vivre ensemble, et de la Camerounité. Vous allez dans la deuxième, c'est-à-dire que le symbole de la cité, c'est un village qui parle là-bas. C'est pas normal ça. Parce que une famille pense que c'est son affaire. Cette élection, c'est aussi un débat, un choix. Est-ce que la mairie, c'est pour une famille ou non? C'est ce que moi, je viens de dire aux habitants de la deuxième. Je viens aussi leur dire que de la deuxième, ce n'est pas une affaire. Le maire de la deuxième n'est pas une personne qu'on place depuis Yaoundé. Les barons de Yaoundé n'ont pas placé un maire de la deuxième. Mais placé comment? Puisqu'il y a des élections. Mais tout le monde connaît que le patron de la deuxième s'appelle Stéphane Biacha. Oui, qui est un grand frère pour qui j'ai de respect, mais je n'accepte pas cette tutelle qu'on exerce dans la deuxième. Parce qu'on fait croire aux gens que non, à travers l'aîné Biacha, on accède directement à la première dame. Et que si on a les faveurs de ce lobby-là, mais dans la deuxième devient votre propriété, c'est faux. Mais la première dame n'a pas ce projet de la deuxième, cette grande dame, elle a autre chose à faire. Mais qu'un grand frère qui est fils de la deuxième, soit Yaoundé et peut aider, c'est une autre chose. Mais faire de la mairie le marché-pied d'un petit lobby, et à partir de laquelle Madame le maire ne sait même pas mobiliser son équipe, parce qu'elle méprise tout le monde. Et l'atmosphère administrative dans la commune est invivable. Les collaborateurs sont frustrés. Les agents maires sont frustrés parce qu'ils sont méprisés. Pourquoi? Parce qu'elle a les comptes à rendre à personne. Elle a les lobbies à Yaoundé. Mais ça doit cesser. Cette vieille mairie-là doit cesser. Et le projet du UNMP, c'est de démanteler tout ça. Moi, si je suis maire, je n'aurai pas le compte à rendre à M. Stéphane Biacha. Même si c'est mon ami pour qui j'ai du respect. Il aura sa place à la deuxième. Mais comme tout le monde, je n'aurai pas le compte à rendre à un lobby à Yaoundé. J'aurai le compte à rendre aux populations de Douala deuxième. Parce que c'est elle qui m'ont élu. Vous voyez, donc, cette vieille mairie du XXe siècle-là n'a plus de place aujourd'hui. Nous, on vient à la mairie du XXIe siècle. Monsieur le Président Mbanakani, nous sommes à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot, un dernier message à adresser à l'ensemble des Camerounais, aux Africains, mais surtout aux électeurs de la commune de Douala deuxième? Je dis aux habitants de Douala deuxième, cette élection, c'est un choix. Est-ce que votre commune est la propriété, un bien familial, ou bien c'est la propriété de tous les habitants de la deuxième? Voilà le message, voilà le choix. Ce choix, vous avez à le faire. Vous avez devant vous quelqu'un qui a un programme, qui a un projet pour la deuxième, et qui a les compétences pour les mettre en œuvre. Vous avez en face de vous une vieille façon de faire la mairie, une vieille manière de concevoir votre avenir. C'est à vous de choisir. Mais je suis aussi maire pour parler à la diaspora de la deuxième. Pour vous dire que si vous avez Mbanakani comme maire, eh bien, des synergies nouvelles se mettront en place. Pour que à Douala deuxième, il y ait un rendez-vous avec le monde,
avec le monde entier. Que de la deuxième, pas des plateformes innovantes, soit un endroit où le monde entier se rencontre. C'est ça la mairie du XXIe siècle. D'où la dimension globale de notre projet, sa dimension continentale. D'abord, vous savez très bien que l'Union africaine a promulgué une charte de la décentralisation. Mais vous ne pouvez pas gérer une mairie sans tenir compte de ça. C'est un instrument jurisprudentiel extraordinaire. Il faut gérer ça. Eh bien, nous l'avons impliqué dans notre programme. Dans la deuxième, c'est aussi un rendez-vous avec la sous-région et la région CEMAC, la CEDEAO, qui sont notre espace naturel. Parce que désormais, l'avenir d'une mairie se conjugue aussi à ce niveau-là, où les enjeux du terrorisme et de la fin du franc CFA doivent être pris en compte. Donc, voilà la mairie que moi je viens défendre. Une mairie qui réconcilie le local, le national, le régional, le sous-régional, le continental et le global. C'est la mairie du XXIe siècle. Monsieur le Président Malakani, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous espérons que nos téléspectateurs ont été satisfaits, ont eu beaucoup de clarifications par rapport à vos prises de position et surtout par rapport à vos projets pour les habitants de la deuxième. Merci et restez fidèles à Africa Télévision. Merci. C'est moi qui vous remercie, Javaris Goudou. Okay, thanks. Wow, c'était bien. Wow.